Nialendo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous sommes dans la voiture de Toumès. On va faire un tour de la ville ensemble pour parler de la ville, pour parler des thèmes qui animent cette campagne et du programme que vous mettez en face et que vous proposez aux Messines et aux Messins. On est en face de la caserne des Vallières, un bâtiment ici à Devant-les-Ponts qui est caractéristique du passé militaire de la ville et aussi de l'actualité militaire, c'est-à-dire qu'à un moment il y a eu un break. Je voudrais avoir votre avis sur le monde qui a changé au cours des dernières années. On va prendre pour appui les 2 derniers mandats de Dominique Gros, c'est-à-dire les 12 dernières années en gros. Pendant cette période, 2008-2020, le monde a été chamboulé, a rencontré énormément de choses différentes. Quel est votre avis un petit peu sur à la fois ce changement du monde et sur ce que la politique, à l'échelle d'une ville, ce que ça a changé pour elle? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit par rapport aux 2 dernières années, enfin aux 2 derniers mandats, mais plus généralement par rapport aux dernières années, c'est les préoccupations par rapport au changement climatique. Il y a de plus en plus de prise de conscience qu'on va vers un mur et qu'il va falloir trouver des solutions pour pouvoir trouver une façon de vivre tout en... il va falloir trouver une parade pour pouvoir trouver une façon de vivre avec les changements climatiques et importants qui sont à venir et qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas linéaires, mais qui viennent par à coup. Donc, et on le voit, on voit cette prise de conscience avec les marches pour le climat notamment, avec des manifestations comme faites par les mouvements Extinction Rébellion, etc., etc. Et les citoyens et même la classe politique de tous bords ont pris en compte cette problématique. Donc pour moi c'est le principal sujet qui a évolué et qui a émergé au cours de ces dernières années. Un maire peut agir sur cet aspect-là à son échelle? Alors, un maire peut agir sur cet aspect-là au niveau de la commune. Il peut pas tout résoudre, hein, parce que ce type de problème doit être résolu au niveau national déjà dans un premier temps, et puis si possible au niveau international, ce qui est difficile. Mais au niveau national, c'est déjà, si on a un gouvernement qui a une volonté politique de faire changer les choses à ce niveau-là, c'est possible. Au niveau communal, au niveau de l'échelle de la commune aussi, c'est possible, mais la commune ne peut pas tout faire. Et elle n'a pas les compétences sur tout aussi. Comme on est à Devant-les-Ponts, je vais vous poser la question sur ce quartier. Un petit peu votre point de vue sur le quartier Devant-les-Ponts et ce que ça implique aussi pour vous. Est-ce qu'il y a des projets ou dans le programme ou des choses qui sont pas directement concernées sur Devant-les-Ponts, mais qui dans votre programme peuvent répondre à des problématiques qu'il y a ici? Alors bon, sur le quartier Devant-les-Ponts, bon, déjà c'est un bon quartier. C'est un quartier assez résidentiel. Mais moi je pense plutôt à la caserne dont on est parti, voilà, la caserne des Vallières, bâtiment vide et emmuré. Et je me dis que c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser ce bâtiment alors qu'il y a tant de besoins au niveau de la commune, notamment des besoins en logement. C'est dommage que à Metz il y a encore ce type de bâtiment vide. Alors c'est vrai que ça appartient à l'armée, mais il faudrait peut-être songer à trouver un moyen de négocier avec l'armée pour récupérer ces bâtiments, pour en faire quelque chose d'utile plutôt que de le laisser comme ça à l'abandon. On est en train de quitter Devant-les-Ponts. On va arriver à Metz-Nord Patrotte, qui est un quartier qui a été désenclavé par le tunnel dans lequel on va passer là dans quelques secondes. Oui.
L'idée dans ce quartier, c'est de parler un petit peu d'habitat. Alors si vous avez déjà un avis sur ce quartier, et puis de parler d'habitat et de pauvreté peut-être dans un deuxième temps, parce que c'est une des caractéristiques de cette partie de la ville. Oui, alors effectivement, là c'est l'un des quartiers où on retrouve le plus de personnes en situation de précarité. Alors, bon, il y a eu déjà des choses qui ont déjà été faites. Hein. Il y a, bon, je pense à l'Agora qui est une bonne chose. On va en parler, ouais. Tout à fait. Mais il y a encore pas mal de choses à faire, notamment, comment dire, aider les personnes en situation de précarité, limiter ou trouver des solutions de relogement pour les personnes qui sont en situation d'expulsion. Il y a déjà des dispositifs comme le DALO qui existent. Le droit au logement. Voilà, le droit au logement opposable, ouais. Mais malheureusement qui n'est pas appliqué systématiquement. C'est quoi le point de vue, c'est quoi la décision que vous prendriez en tant que maire vis-à-vis des rythmes scolaires? On reste aux 4 jours et demi, on fait comment? Est-ce qu'il y a une position qui est déjà arrêtée, on va dire, sur laquelle vous avez déjà une idée très précise? Alors ça c'est une bonne question. Dans le collectif Metz Commune Libre, hein, qui est le nom de votre liste, qui est le nom de la liste, on a eu un débat là-dessus et on n'est pas tous tombés d'accord. D'accord. Et donc on a décidé, si on est élu, de faire un référendum. Référendum d'initiative citoyenne? Non, référendum à l'initiative de la commune. D'accord. Voilà. Ah, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Il y a un C dedans, mais c'est pas le même C. Oui. Ok. Voilà, un référendum, c'est-à-dire qu'on demanderait aux habitants de Metz, aux enseignants, aux personnels communaux, au personnel associatif et syndicaux, on demanderait leur avis. Alors, nous on le voit comme ça, c'est-à-dire qu'on organiserait plusieurs débats là-dessus pour que les habitants de Metz puissent se faire un avis éclairé. D'accord. D'abord un débat, donc avec des experts, donc avec le point de vue des syndicats, le point de vue des personnels communaux, le point de vue des enseignants et le point de vue des parents d'élèves. Voilà. Et ensuite, on organiserait un référendum et ce serait décidé comme ça. Ok. Il y a beaucoup de décisions qui seraient prises de la sorte sur le début du mandat, sur les grands sujets. C'est une caractéristique de votre... Oui, alors, s'agissant des grands projets, pour les grands projets, on a décidé de consulter les médecins automatiquement. Avec un débat pour pouvoir éclairer les médecins sur l'objectif, sur les objectifs du projet et comment on construit le projet. Toutes les étapes du projet seront expliquées. Et puis on invitera aussi les personnes qui sont contre également, qui donneront leur point de vue. Et bon, si on remarque qu'il n'y a pas de consensus au niveau de Metz, on organise un référendum. D'accord. Voilà. On arrive à Bellecroix, on est passé dans cette petite forêt. Autre quartier de la ville, un avis déjà pour commencer sur ce quartier de Bellecroix. Il faut un marché. Il manque un marché à Bellecroix. Il y a une personne dont j'ai entendu parler, qui a fait signer une pétition qui a assez bien marché, ouais, pour réclamer un marché spécifique. Voilà. D'ailleurs, à la Patrotte aussi, il manque également un marché. Ceux qui habitent à Bellecroix et ceux qui habitent à la Patrotte sont obligés soit d'aller au marché du centre-ville, soit obligés d'aller à Borny. Et c'est pas toujours évident pour les personnes âgées de se déplacer, de prendre le bus, aller au marché et puis revenir. Voilà. D'accord. Donc sur ces quartiers-là, il y a vraiment un besoin spécifique de marché. Alors vous avez parlé des personnes âgées, ça tombe bien parce que c'était le thème que je souhaitais aborder maintenant avec vous. Les personnes âgées, c'est 20% de la population. Un médecin et une médecine sur 5 sont des personnes âgées. Et est-ce
qu'il y a un projet dans votre programme, un ou plusieurs d'ailleurs, axes dans votre programme, qui sont spécifiquement tournés vers ces citoyens-là, ces habitants-là, ces Messines et ces Messins. Bon, il y a déjà les... comment dire, favoriser, soutenir, voilà, c'est ça, soutenir les associations qui œuvrent pour les personnes âgées. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, en matière de logement, on compte favoriser les locations intergénérationnelles, c'est-à-dire les locations entre les personnes âgées et les étudiants. D'accord. Donc ça, c'est une chose... Alors, je ne sais pas si c'est en place à Metz, mais si c'est en place à Metz, ce n'est pas assez développé, et on compte développer ce type de système. Toujours les associations qui sont au cœur de ce projet-là. Tout à fait. Le tissu associatif de Metz, qui est d'ailleurs assez bien développé. Alors je ne sais pas si c'est en cette matière-là, mais en tout cas qui est très actif et qui permet de pallier localement, avec une connaissance très très précise des lieux, des personnes, des situations. Tout à fait. C'est là-dessus que ça se passe. On est en train de longer Borny là. Un point de vue sur Borny. Borny a beaucoup changé. Oui. Avec notamment les fonds de ce qu'on appelle l'ANRU, qui ont été mis en œuvre ici pour abaisser, on va dire apaiser le quartier aussi. Est-ce que ça a été une bonne chose, cet urbanisme politique? Comment vous le continueriez si tant est qu'il y ait une continuation à faire? Quelle est-elle? Voilà, votre point de vue sur ce quartier. Bon, oui, ça a été une bonne chose. Ça a été une bonne chose de refaire des travaux, de revoir l'aménagement du quartier de Borny. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire, effectivement. Sur lequel vous souhaiteriez vous opérer, on va dire? Déjà, l'aménagement du quartier Borny a changé, mais il reste toujours des situations de précarité. Et donc, par rapport aux situations de précarité, il faudrait que la commune agisse. Si nous sommes élus, nous, on aura la lourde tâche de favoriser l'implication citoyenne au niveau de la démocratie dans ces quartiers-là. Alors, il y a déjà les comités de quartier qui existent. Oui. C'est pas suffisant parce que nous on estime que les comités de quartier c'est bien pour impulser des projets pour le coup d'initiative citoyenne dans le quartier, mais il faudrait inciter aussi les personnes du quartier ou les personnes du quartier, mais pas seulement les quartiers populaires, à s'impliquer également dans la ville de Metz et sur les projets qui concernent toute la ville de Metz. Je prends par exemple le cas de la construction du Métis. Oui. On aurait pu faire un référendum, ou créer au moins un débat pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de la création du Métis. À votre avis, ils auraient été pour? À mon avis, ils auraient été pour. Si on ramène des bons arguments, je ne vois pas pourquoi ils auraient voté contre. Après, il y a une réflexion qui est souvent faite, j'entends souvent dire que si on avait fait un débat, un référendum sur le Métis, sur la création du Métis, le Métis n'aurait jamais vu le jour. Oui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Tout dépend comment est fait le débat. Tout dépend comment on amène les arguments. Si les arguments sont bien amenés, sont bien expliqués, et s'il y a de bonnes confrontations entre les pour et les contre, déjà ça amène les gens à réfléchir sur le projet et puis à avoir un avis éclairé. Alors c'est bon pour la vie, je crois que c'est bon pour la vie démocratique, et ça amène les gens à s'intéresser, c'est une façon aussi d'amener les gens à s'intéresser
à la vie de la cité. Alors dans la vie de la cité, on a la culture, on est ici boulevard d'Alsace avec la boîte à musique, la BAM qui est à notre gauche et puis bientôt un centre socio-éducatif qui va voir le jour juste à côté. Je voudrais qu'on parle culture. Oui. Culture, c'est quelque chose d'essentiel, spécifiquement en France déjà, Metz encore en particulier à l'intérieur de ça. C'est quoi le programme de Metz Commune Libre, c'est ça votre... Oui, Metz Commune Libre. Le programme culturel de Metz Commune Libre, c'est quoi? Si on devait le résumer en 2-3 phrases, un état d'esprit général. État d'esprit général, c'est amener la culture à tout le monde et en particulier dans les quartiers populaires. Ça a été fait avec la BAM ou ça n'a pas été fait avec la BAM finalement? C'était dans le cadre de ce projet, c'était un petit peu ce qui était décrit par Dominique Gros quand il a voulu construire cet équipement. Mais ici. La BAM part d'une bonne intention. Oui. Est-ce que la population de Borny en profite? Voilà, tout simplement. La question, quoi. Je ne suis pas sûr. Alors comment vous faites dans le cadre de notre programme pour amener les gens à la culture, peu importe où ils sont finalement, peu importe les quartiers, si j'ai bien pu comprendre? Oui, alors, déjà, essayer de rendre la culture le plus gratuit possible. Ouais. Gratuit, quoi. Je pense par exemple au musée de la Côte d'Or. La Cour d'Or, qui est au centre-ville. Bon, là par exemple, on peut rendre gratuit l'accès au musée de la Côte d'Or. Il y a déjà des gratuités sur le musée. Hein. Oui, mais il n'y a pas de gratuité intégrale. Vous parlez de la gratuité intégrale? Oui, moi je parle de la gratuité intégrale. Là, oui. Ok, c'est une mesure qui pourrait coûter un peu cher, ça quand même. C'est prévu dans votre programme, la façon dont vous allez financer ce genre de mesures? Oui, alors c'est prévu. On a, comme je vous ai dit, on a des pistes de financement. On a des revenus sur l'UEM qu'on peut utiliser. On a la fiscalité locale qu'on peut utiliser. C'est-à-dire une hausse potentielle de cette fiscalité? C'est un peu plus d'impôts pour plus de services? C'est ça que vous avez en tête? Voilà, c'est envisageable. C'est le dernier recours, mais c'est une possibilité qu'on se donne. Vous, en tout cas, vous ne l'excluez pas? On ne l'exclut pas. Alors que d'autres candidats, c'est un non ferme et définitif. Oui, nous, non. On peut augmenter la fiscalité. Il faut l'augmenter de manière raisonnable, évidemment. Hein. Le but, ce n'est pas d'étrangler les habitants hein, qui sont assujettis à l'impôt. Mais s'il le faut, s'il faut créer plus de solidarité entre les Messins et Messines, et notamment pour permettre une meilleure accessibilité à la culture, on le fera. Vous avez commencé votre propos lorsqu'on a parlé du monde qui change par justement la prise de conscience des enjeux environnementaux et du danger. Qu'est-ce que vous faites, vous? Quelles sont les 3-4 caractéristiques du programme de votre liste réalisable au niveau de la municipalité? Sur quoi vous vous engageriez? Alors, déjà par rapport au problème d'artificialisation des terres et des nouveaux projets de construction, ce qu'on compte faire déjà si on est élu, c'est faire un moratoire sur tous les projets qui sont en cours et voir ceux qui sont utiles à Metz et ceux qui sont inutiles. Déjà ça. Deuxième chose, alors deuxième chose, on évitera au maximum des constructions nouvelles. On va d'abord recenser les constructions qui sont existantes et voir comment on peut les utiliser. Qu'elles appartiennent à la mairie, qu'elles appartiennent à Metz Métropole en général, ou qu'elles appartiennent au privé. Il faut d'abord chercher à utiliser l'existant justement pour éviter l'étalement urbain et l'artificialisation, j'ai du mal, l'artificialisation des sols, voilà. On va le répéter jusqu'au bout, artificialisation des sols.
Ok, donc alors on prend appui sur le Technopole où nous sommes maintenant. Les bâtiments sont relativement épars, hein, pas beaucoup d'étages. Est-ce que ça fait partie d'un projet pour vous de dire vous développez sur l'existant, point barre? C'est comme ça que vous verriez les choses? Ben, la priorité, c'est développer sur l'existant. Alors moi j'ai entendu parler d'un deuxième projet de Technopole, je vois pas... Il est en cours de construction là-bas, il est le long. Oui. C'est pas... Vous mettriez un moratoire là-dessus, il est déjà bien avancé. Là c'est difficile de mettre un moratoire. C'est trop tard. Donc là on peut plus arrêter les travaux, mais là il aurait fallu une réflexion plus approfondie là-dessus. Parce que moi j'ai l'impression que la municipalité sortante construit pour construire, quoi. On prend la direction de l'université. Oui. Vous avez entendu parler de cette problématique un petit peu d'équilibrage ou de rééquilibrage au sein de l'université de Lorraine. Ouais. Vous avez un point de vue là-dessus au niveau de la liste. Qu'est-ce que vous feriez, vous, au sein de cette liste pour ce cas particulier, cette spécificité, d'une manière générale, et puis pour la vie universitaire, la vie des étudiants à Metz? Alors, la mairie n'a pas de pouvoir là-dessus, hein, sur l'organisation de l'université de Lorraine. Elle peut éventuellement intervenir, faire de demandes, faire un petit peu de pression, mais... Elle finance quand même. Oui, mais elle finance, mais au niveau de l'organisation interne, est-ce qu'elle a un pouvoir? Elle n'a pas de pouvoir. Maintenant, sur le rééquilibrage des moyens entre l'université, entre le site de Metz et le site de Nancy, moi je suis effectivement... Alors, Metz effectivement a beaucoup moins de moyens, sous-doté en moyens que le site de Nancy. Il serait effectivement plus logique que les moyens soient rééquilibrés à ce niveau-là. Bon, le maire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut intervenir effectivement auprès du président de l'université et auprès du conseil qui dirige... Vous interviendriez? Moi, j'interviendrai. En tout cas, je ferai une demande. Sachant que le maire n'a pas de pouvoir de décision là-dessus. D'accord. On est arrivé au bout de notre périple dans cette ville de Metz et on a en face de nous l'hôtel de ville. Finalement, ce que vous faites actuellement avec cette candidature, c'est briguer cet hôtel de ville. Oui. D'une ville qui a 3000 ans d'histoire. Est-ce que le fonctionnement de la façon dont vous avez été notamment désigné, tête de liste, est-ce que vous étiez préparé? Est-ce que vous mesurez finalement quelque part le poids de ce que ça représentait, de ce que ça peut représenter si vous remportez ces élections? Oui. S'asseoir sur ce fauteuil de maire et piloter ce bâtiment, ce navire Metz. Alors vous l'avez bien dit, j'ai été, enfin vous l'avez suggéré en tout cas, mais j'ai été désigné pour conduire cette liste-là. Mais j'ai été désigné aussi parce que j'étais volontaire. Donc, oui, on m'a pas forcé. Voilà. Poussé dans le... C'était pas un tirage au sort. Bon, toi tu vas y aller. T'as une bonne tête. Non, ça c'est pas passé comme ça. Okay. Donc j'étais volontaire et donc je suis préparé effectivement pour occuper cette fonction. Mais alors je vais quand même apporter des précisions parce que on l'oublie souvent. Ouais. Lors des élections municipales, on élit d'abord des listes. Et pas une tête de liste. C'est d'abord d'ailleurs lorsque dans les bulletins de vote, on prend une liste de noms sur lesquels on va voter. Et nous on l'entend comme ça en fait. La campagne on la mène en fonction en collectif, donc avec la liste. Les candidats, il n'y a pas que moi qui mesure la portée de cette élection, mais les candidats aussi qui se sont portés sur la liste, et notamment les premiers candidats aussi, qui sont susceptibles d'être adjoints sur des fonctions importantes. Ouais. Mesurent également la portée de ces élections. Ensuite, par rapport à la fonction du maire, moi je ne considère pas que le maire est le chef, déjà. Le maire doit être le coordinateur du conseil municipal. Voilà. Et c'est le conseil municipal en fait qui délibère. Le maire, le conseil municipal peut décider de lui déléguer
des compétences, des fonctions, mais au départ, c'est le conseil municipal qui décide. Et moi, je vois plutôt le maire comme un coordinateur du conseil municipal, plus que comme un chef qui décide de tout. Jean-Hugues Nialendo, merci. C'est moi. Pour votre temps, et on va vous souhaiter une bonne campagne. Merci.